Peut-on encore croire aux promesses de paix ou sommes-nous tous piégés dans un jeu d'ombre? Depuis quelques jours, les médias résonnent des déclarations de Vladimir Poutine. Il se dit prêt à considérer un plan américain de 28 points pour la paix en Ukraine. Pourtant, derrière cette ouverture apparente, Poutine refuse catégoriquement de s'engager avec les autorités actuelles de Kiev. Il répète qu'il n'y a, selon lui, personne avec qui véritablement négocier du côté ukrainien. Ce jeu d'annonces et de démentis a semé la confusion, aussi bien parmi les diplomates que dans la presse internationale. D'où vient réellement ce fameux plan en 28 points? Certains affirment qu'il s'agit bien d'un projet américain, d'autres qu'il aurait été élaboré en Russie, ou encore qu'il n'impliquerait ni l'Europe ni l'Ukraine dans sa conception. Même des responsables européens admettent avoir découvert son existence par la presse, forcés ensuite de quémander des explications auprès de Washington. Face à ces déclarations contradictoires, un malaise s'installe. La multiplication des plans, leur flou et l'impossibilité de trouver un terrain d'entente donnent l'impression que le processus de paix se résume à une succession de paroles creuses. Les grandes annonces s'accumulent, mais derrière les discours, aucune avancée concrète ne se dessine sur le terrain. Au contraire, chacun semble jouer la montre, défendre ses propres intérêts et repousser l'échéance d'une solution véritable. Mais si nous nous trompons sur la sincérité de ces annonces, les conséquences sont lourdes. Nous risquons non seulement de perdre tout espoir en une issue rapide au conflit, mais surtout de mal comprendre les véritables rapports de force qui se jouent dans l'ombre. Cela entame notre confiance dans les institutions, les médias et même dans la possibilité d'un retour à la paix. Alors, pour comprendre ce qui se cache derrière ce ballet diplomatique et ces promesses sans lendemain, replongeons-nous dans la genèse de cette séquence d'annonces et de plans contradictoires. Remontons ensemble à l'origine de ce brouillard médiatique. Comment tout a commencé et qui a vraiment lancé la première pierre dans la bataille des plans de paix? Derrière chaque plan de paix, un acteur invisible. Mais pour qui joue-t-on vraiment dans cette partie diplomatique? Depuis plusieurs mois, les annonces de plans de cessez-le-feu et de paix en Ukraine s'enchaînent. Plan américain, proposition européenne, initiative russe. À chaque fois, l'emballage change, mais les résultats restent les mêmes. Aucun accord réel n'avance sur le terrain. Regardons-y de plus près. L'Europe, qui se voudrait médiatrice, brille par son absence lors des négociations clés. La France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni sont systématiquement relégués au second plan, parfois même informés des discussions en cours par simple communiqué de presse. Leur poids politique sur ce dossier n'a jamais été aussi faible. Pendant ce temps, les petites puissances du nord et de l'est du continent, Estonie, Lettonie, Lituanie, Finlande, peinent un prix économique très lourd. Elles ont perdu du commerce, des touristes, des investissements. Leur inflation galope et leur dépendance vis-à-vis de l'Union européenne ne fait que s'accentuer. L'Union promet de l'aide, mais ses moyens restent limités. Les populations locales en subissent les conséquences au quotidien. En arrière-plan, ce sont les États-Unis et la Russie qui dictent le rythme. Plan à 28 points, proposition à plusieurs volets, tout ou presque se négocie entre Washington et Moscou. Les Européens n'ont d'autre choix que de subir les décisions, parfois même d'apprendre l'existence des propositions dans les médias. Pour nous tous, cette confusion diplomatique n'est pas un simple balai lointain. Mal comprendre ces dynamiques, c'est risquer d'être pris au dépourvu face aux prochaines décisions, à leurs répercussions économiques et à l'impact sur notre sécurité et notre quotidien. Mais derrière toutes ces manœuvres, quels sont les vrais obstacles à la paix? Plongeons maintenant dans les coulisses. Pourquoi, malgré tant de discours, chaque négociation semble vouée à l'échec? Et si, au fond, personne ne voulait vraiment la paix? Du moins pas maintenant, pas dans ces conditions. Regardons d'abord la position de Vladimir Poutine. Il affirme publiquement sa volonté d'étudier un plan de paix, mais précise aussitôt qu'aucun accord ne sera signé avec le gouvernement actuel de Volodymyr Zelensky. Autrement dit, même si les États-Unis et l'Ukraine se mettent d'accord sur chaque virgule, la Russie refuse d'envisager la moindre signature tant que Kiev ne change pas de visage politique. Côté américain, on multiplie les annonces de plans en 28 points, on parle de négociations avancées, mais en réalité, Moscou considère ces discussions comme nulles et non avenues. La Maison-Blanche se retrouve donc à négocier dans le vide, sans partenaire valide selon le Kremlin. L'Europe, elle, découvre l'existence de certains de ces projets de paix. Dans la presse. Les dirigeants européens, parfois informés après coup, peinent à savoir ce qui se joue réellement. Leur influence s'étiole et ils se retrouvent à réagir bien plus qu'à peser, relégués à un rôle d'observateur ou de suiveur. Du côté ukrainien, la rhétorique reste inflexible. Il n'y aura pas un pas en arrière sur les territoires occupés.
Volodymyr Zelensky et son équipe ne peuvent pas se permettre d'adopter un ton conciliant sans risquer une crise politique interne majeure, voire l'effondrement de leur soutien populaire. La paix ne saurait se faire au prix d'un abandon de terre ou d'une reconnaissance des annexions. En Russie, selon de nombreux analystes, aucune volonté réelle de compromis avant la fin de l'hiver. Les calculs sont froids. Plus le conflit dure, plus l'Ukraine s'épuise, plus l'Europe s'affaiblit économiquement et plus Moscou espère renverser la situation sur le terrain ou au minimum imposer ses conditions. Résultat, chacun affiche sa propre vision de la paix, mais personne ne veut vraiment, au fond, s'y engager sans avoir l'avantage ou la garantie que ses intérêts l'emporteront. La diplomatie patine, les discussions restent stériles et la guerre s'enlise jour après jour. Et cela n'est pas sans conséquence. Chaque semaine de flou diplomatique prolonge les souffrances, multiplie les destructions civiles et plonge toute la région dans une crise économique profonde. Les peuples paient au prix fort cette parade d'intentions non suivie d'effets. Au-delà de l'arène politique, ce blocage nourrit une véritable guerre de l'information, où chaque camp tente de façonner la réalité à son avantage, brouillant encore un peu plus les repères. Mais alors, qui croire dans ce brouillard médiatique? Comment distinguer l'information loyale de la propagande savamment orchestrée? Le statu quo peut-il durer, ou risque-t-on au contraire un effondrement brutal du système diplomatique? Cette question hante désormais toutes les capitales européennes, car une impasse prolongée semble inévitable. Concrètement, le processus risque de s'étendre sur plusieurs mois, voire davantage. Personne n'ose promettre une signature rapide d'un plan de paix. Les annonces publiques ne sont que des mots, sans effet concret sur le terrain. Pendant ce temps, l'Ukraine s'enfonce dans la crise. Les conditions de vie se détériorent chaque semaine. Coupures d'électricité à répétition, inflation galopante, essor de la pauvreté et de l'exode. Beaucoup de familles luttent simplement pour survivre, tandis que les prix des produits de base ne cessent d'augmenter. L'Europe du Nord et de l'Est, traditionnellement perçue comme stable, est elle aussi ébranlée. La disparition des touristes, la fuite des investisseurs et la chute du commerce plongent des pays comme la Finlande, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie dans une récession inattendue. Ces États réclament de plus en plus d'aides européennes, mais l'Union elle-même doit compter chaque euro. Face à cette réalité, le fossé s'élargit entre les élites politiques, qui jonglent avec les discours, et les populations, qui voient dans chaque jour le coût humain et économique de la guerre. Le divorce est consommé, ceux qui décident ne semblent plus entendre ceux qui subissent. Partout monte une vague de cynisme. La confiance envers les médias, les ONG et les collectes de fonds pour l'Ukraine s'effrite. Beaucoup soupçonnent désormais que l'information est instrumentalisée, que l'empathie masque parfois des arrière-pensées politiques ou financières. Le vrai danger, c'est la lassitude du public. Ce désespoir rampant peut conduire à l'effritement du soutien à l'Ukraine, ouvrant la porte aux mouvements populistes qui prospèrent sur la confusion et promettent des solutions simples à des problèmes complexes. Bref, le statu quo n'est pas durable. La société européenne et ukrainienne s'érode lentement, et chaque mois sans avancée alimente la défiance et la peur. Devant ce panorama, une question brûle les lèvres. Comment reconnaître le vrai du faux et ne pas tomber dans le piège des manipulations ? Décortiquons ensemble les discours et les stratégies et découvrons comment garder la tête froide face à la tempête médiatique. Comment garder la tête froide et sa boussole morale dans un tel chaos médiatique, face à l'avalanche de déclarations fracassantes sur la paix en Ukraine et aux plans surgis chaque semaine, il est plus essentiel que jamais de cultiver un scepticisme sain. Toute annonce spectaculaire, sans preuve tangible à l'appui, devrait éveiller notre vigilance. Qui y gagne réellement et à quoi sert ce message dans ce contexte précis ? Ne nous fions pas aveuglément au discours des leaders. Il est fondamental de confronter ce qu'ils proclament en public avec la réalité de leurs actes. Trop souvent, les paroles enjolivent ou masquent des calculs bien plus prosaïques. Analyser les décisions, les déplacements, les votes, les signatures concrètes plutôt que les intentions affichées sur les plateaux télé. Dans un paysage où les aides financières et matérielles pleuvent, exigeons une transparence totale concernant l'utilisation des dons et des fonds. Où va réellement l'argent ? Qui bénéficie des convoyages d'armes ou d'assistance humanitaire. Suivre la trace de ces ressources, c'est garder la main sur le réel au lieu de se laisser aspirer par la propagande. Le piège de la polarisation est partout. Chaque camp cherche à imposer son récit, à diaboliser l'autre, à nous enrôler psychologiquement. Refusons cette division binaire et cherchons les signaux faibles de compromis, ces gestes minuscules ou ces phrases passées inaperçues qui trahissent une volonté de négocier malgré tout. La paix ne vient pas toujours avec tambour et trompette. Plus que jamais,
L'indépendance d'esprit passe par la diversité des sources d'information. Ne vous contentez pas d'un seul média, d'une seule chaîne, d'un seul expert. Croisez les faits, vérifiez les chiffres, cherchez à comprendre les silences autant que les cris. C'est le seul rempart contre la manipulation et l'instrumentalisation. Car perdre son esprit critique, c'est s'exposer à devenir, malgré soi, le jouet des stratégies des puissants, à renforcer l'impasse actuelle, au lieu de contribuer, même modestement, à une sortie de crise. Notre vigilance individuelle est le dernier bastion de la démocratie dans cette confusion orchestrée. Il reste cependant un point fondamental à aborder. À qui profite vraiment tout ce théâtre et quelle vérité demeure soigneusement cachée derrière les discours de façade? Plongeons maintenant dans les coulisses. Qui tire réellement les ficelles de ce grand jeu diplomatique et que nous cache-t-on? La vraie paix ne viendra ni des discours ni des promesses. Elle commencera le jour où chacun refusera d'être dupe. Car tant que nous restons assis devant les écrans, fascinés par les annonces de sommets ou par les plans de paix à 28 points, rien ne change vraiment. On voudrait croire qu'une déclaration, un traité ou la gesticulation d'un leader suffira à suspendre les armes. Mais tout montre le contraire. Le rideau des mots masque un théâtre où chaque acteur défend avant tout sa propre survie politique. Les appels à la paix, qu'ils viennent de Moscou, de Washington, de Paris ou d'ailleurs, sont souvent taillés sur mesure pour rassurer les opinions publiques, détourner l'attention des échecs et surtout gagner du temps. Pendant que l'on dissèque chaque virgule d'un plan bâclé à la hâte, la réalité sur le terrain demeure: aucune des grandes puissances n'est prête à céder ce qui leur importe vraiment. Les négociations en coulisses ressemblent à des parties d'échecs où chaque coup vise à piéger l'autre, rarement à trouver une solution durable. Derrière les portes closes, on pèse les pertes économiques, on calcule les effets électoraux, on distribue des promesses creuses à des alliés fatigués ou à des peuples lassés. Et au final, qui paie le prix de cette inertie? Ce sont les populations de part et d'autre du front, celles qui vivent dans l'attente et la peur, celles qui voient un temps grimper les factures, l'inflation et l'insécurité. Ce sont aussi tous ceux qui s'accrochent à l'idée naïve que les institutions et les médias jouent à la transparence, alors qu'ils orchestrent souvent une symphonie de demi-vérités pour préserver leur crédibilité. Laisser passer l'instant sans agir, c'est accepter l'inertie et renforcer les marchands d'illusions. Tant que nous ne demandons pas des comptes, tant que nous nous contentons des titres tapageurs ou des analyses convenues, nous nourrissons le cycle sans fin de la désinformation et de l'impuissance. La vigilance n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Elle commence par le refus de gober les récits prémâchés, par le besoin de questionner qui parle, au nom de qui et dans quel intérêt. Elle exige de voir au-delà des symboles, de chercher la cohérence dans les actes, pas dans les communiqués. Car la paix durable ne naîtra pas d'un document signé à la hâte ni d'un sourire devant les caméras. Elle prendra racine le jour où chaque citoyen exigera la vérité, refusera d'être instrumentalisé et rappellera aux décideurs qu'il n'existe pas de solution magique sans sincérité, sans courage face à la réalité. Sinon, nous serons condamnés à rejouer encore et encore la même pièce où tout le monde fait semblant d'avancer, mais où rien ne change vraiment.